Bonjour à toutes et à tous, Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1, heureux de vous retrouver pour ouvrir un nouveau chapitre des Vendredis de l'étrange, toujours en collaboration avec le professeur Yves Lignon. Yves Lignon, bonjour. Bonjour Georges, Yves Lignon qui prend une minute pour rappeler que la dernière fois j'ai parlé d'un livre de Régis Messac, d'un roman policier, et que je le recommande encore. Mais vous avez raison de le préciser à nouveau. Donc, titre latin, Sinis Incinerem, en français, Poussière, tu n'es que poussière, un roman d'aventure policier d'occultisme, comme je n'en ai pas lu depuis longtemps. J'ai été vraiment emballé. C'est publié aux éditions de la Grange Matelière. Voilà, on rappelle le titre. Sinis Incinerem. Très bien, je vous remercie de cette précision, professeur. Vous allez bien ? Ça va, Parce que, au vu de votre dernière actualité, vous êtes quelqu'un de très demandé. Oui, enfin, bon. Différentes conférences. N'exagérons pas, on ne m'a pas encore proposé l'accord Hôtel Arena à Paris. Mais ça arrivera, absolument. Alors, nous allons traiter un sujet un peu spécial aujourd'hui, d'ailleurs, que vous traitez peu lors de vos conférences. Pourquoi c'est un sujet qui vous passionne moins Ça n'est pas ma spécialité, ça n'est tout simplement. Ma spécialité, on le sait, ce sont les voyants, les guérisseurs, accessoirement les maisons hantées. Mais l'ufologie, je me souviens un jour un de mes étudiants m'a apporté un livre d'Allen Hynek, vous connaissez. Projet Blue Book. Oui. En me disant, vous qui vous intéressez aux choses étranges, vous devriez lire ça. J'en ai lu 10 pages, j'ai dit c'est passionnant, mais ça ne me passionne pas. Bon, nous allons en discuter dans quelques minutes. On va continuer les présentations parce que c'est vrai, on se pose la question, sommes-nous seuls dans l'univers? Qui ne s'est pas posé cette question? Y a-t-il d'autres vies extraterrestres? C'est un grand plaisir pour en parler, figurez-vous, d'accueillir ici même notre permanent. Oui. De cette émission, on va dire, notre ami Christian Jacatar. Christian Jacatar, bonjour. Bonjour à tous. Ravi toujours de te retrouver. Je rappelle que tu es un passionné d'histoire, que tu es un romancier, tu es un cinéaste. Et je savais, bien sûr, que on se tutoie, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Je sais que tu t'intéresses particulièrement aux phénomènes paranormaux, tu t'intéresses à l'alchimie, mais je ne savais pas que tu t'intéressais également à l'ufologie. Et d'ailleurs, tu vas nous livrer un dossier enrichissant, un dossier passionnant, c'est sur l'affaire d'Aravilliers. Tout à fait. Nous en reparlerons tout à l'heure. Avec plaisir. Yves et toi et moi, bien sûr, nous avons le plaisir d'accueillir notre invité d'honneur. Mais bien entendu, mon cher ami, c'est l'idole des années 60. C'est notre ami. Plus beaucoup de fans. Notre ami, mais tu es resté toujours l'idole des années 60. Mike Shannon, bonjour. Écoute, ça me fait un plaisir fou d'être là, surtout pour ne pas parler musique. Ah, mince. Je pensais qu'on allait parler musique, figure-toi. Non, on parle E.T. Alors, en préambule, ce que je veux dire en parlant des extraterrestres, c'est qu'Einstein a déclaré, en parlant des extraterrestres... Attention Einstein, là tu as le professeur Lignon qui est très soucieux des paroles de ce que disait Einstein. Albert Einstein a dit, en parlant des extraterrestres, l'extraordinaire serait qu'ils n'existent pas. Ah, professeur, oui, mais on rebondit sur ça? Oui, mais ça, entre exister et visiter, c'est autre chose. C'est pas le même verbe. C'est autre chose. Et oui, on reste sur la partie musique parce qu'on va se faire plaisir. Musique. Oui, musique. On va se faire plaisir, Christian, le professeur Lignon et moi-même. Rappelez-vous, professeur, lors de la dernière émission, vous aviez dit si Mike Shannon est passionné d'ufologie, nous, on est passionné des années 60. Ah, c'est formidable. Quand j'ai passé le bac, Johnny Hallyday venait d'enregistrer Souvenir. Ah ouais. Et entre deux épreuves, puisque j'étais au lycée à Limoux, dans l'Aude, mais on passait le bac à Carcassonne,
entre deux épreuves quand on se promenait. On allait au Monoprix de Carcassonne, il y avait à l'époque des rayons de disques. Et tu le volais, le disque. Ah non, non, non. Non, mais où on passait des disques toute la journée, le disque à la mode. Et donc entre les maths le matin et la physique l'après-midi, sur le coup de midi et demi, on entendait Johnny Hallyday qui chantait Souvenir, Souvenir. Oui, on parle de Johnny Hallyday, mais vous entendiez on également Mike entendait Shannon. les chats sauvages. Les chats sauvages. Bien Alors on va se faire un petit plaisir. On va écouter quelques secondes ce qui a été le tube que plusieurs chanteurs ont repris, Dernier baiser, n'est-ce pas? Quand vient la fin de l'été, sur la plage, il faut alors se quitter, peut-être pour toujours, oublier cette plage et nos baisers. Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé, doucement sur la plage. Alors, superbe chanson qui nous rappelle tant de souvenirs, tant de nostalgie. C'est toi qui as écrit cette chanson ou tu as composé? Non, je fais une adaptation en français. Qui a fait de l'adaptation en français et qui après a été, cette adaptation a été reprise. Woolsey, je crois, oui. Woolsey qui a repris la... C'est Jérôme a fait ça aussi. Oui. Et puis il y a eu beaucoup aux États-Unis, enfin beaucoup de reprises. Et depuis, l'inspecteur des impôts, effectivement, Oui. cherche. Je sais. Bon, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler musique. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission sur les années 60s, parler de jazz aussi, cher Yves, pourquoi pas. Alors que depuis des décennies, on va dire, les observations d'OVNI ont suscité l'intérêt et la curiosité du grand public, générant un débat animé sur leur origine, sur leur signification. Car c'est vrai, depuis 1947, il y a eu énormément de témoignages qui se sont accumulés. Et on appelle ça témoignages d'OVNI. Pourquoi? Qu'en pensez-vous, professeur? J'en pense ce qu'on pense de tous les témoignages. C'est-à-dire qu'il y a une masse, donc il faut essayer de l'exploiter. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, je ne comprends pas l'attitude de la communauté scientifique. On ne peut pas négliger cette masse de témoignages. Mais maintenant, l'analyser, ça veut dire qu'il faut aussi savoir que la qualité est très hétérogène. Il y a des témoignages qui vous secouent, et il y en a dont on dit il est produit par un fantaisiste, ce récit-là. C'est pareil pour tous les sujets. Bon, l'ufologie moderne, ça commence, on va dire, en 1947. À travers un pilote qui s'appelait Kenneth Arnold, qui a été suivi par 9 disques. Quelques mois plus tard, il y a eu plusieurs crashs à Roswell, en 1947, dus à un nouveau système de radar qui avait été mis en place au Nouveau-Mexique. Et les extraterrestres, entre guillemets, en question ne sont pas des dieux. Ils se sont pris les pieds dans le tapis de ces radars. Et il y a eu plusieurs crashs à Roswell. Oui, dont un très célèbre, dont un que tout le monde connaît. Disons qu'on a polarisé là-dessus, puisqu'ils ont annoncé dans un premier temps le crash de Roswell, comme étant la récupération d'un vaisseau E.T. Et dans les heures qui ont suivi, ils ont démenti en disant non, pas du tout, c'est un ballon sonde. Voilà, donc, mais le fermier, qui s'appelait Max Brazel, si mes souvenirs sont bons, dans lequel le truc s'est craché, a récupéré des tas de matériaux, dont, entre autres, des feuilles qui semblaient être en aluminium, qu'il froissait dans ses mains et qui reprenaient leur forme initiale. Ce qui est quand même une forme. Il y avait des baguettes de Balza aussi. Il y avait l'histoire des baguettes avec des inscriptions, mais enfin, quoi qu'il en soit, l'affaire des métaux à mémoire de forme, on la retrouve aussi dans un cas dont on va parler plus tard, qui s'appelle le cas de Virginia, où c'est exactement la même chose.
le fermier a récupéré également des parcelles de l'engin, qu'il a froissé, le truc revenait dans ses mains. C'est extraordinaire, oui. Très léger et très... voilà. Pourtant, on a dit à cette époque que le gouvernement américain, c'était eux qui avaient inventé l'affaire Roswell pour détourner l'attention justement à ces ballons sondes qui étaient là, à haute altitude, pour traquer. Ils surveillaient les essais nucléaires soviétiques à l'époque. Non. Donc il fallait faire diversion, faire croire que c'était des extraterrestres. Non, faire croire que c'était des ballons. Et ne pas admettre que c'était des ballons sondes. On a cherché à faire croire que c'était des ballons. Des ballons, oui. C'est ridicule complètement. Oui. On a le travail justement dont nous parlions en off de Gildas Bourdet, oui. Qui est un travail monumental et d'une qualité exceptionnelle. Absolument. Sur Roswell. Gildas a la chance de parler anglais, puisqu'il a fait ses études là-bas, ce qui est un élément très important en ufologie, puisque la majorité des informations viennent des États-Unis, alors que ça se passe partout pareil, en Russie pareil. Bon. Et Gildas parle très bien anglais, il est allé sur place visiter les lieux, et il a fait un bouquin remarquable sur l'affaire Roswell. Et je répète qu'il n'y a pas eu que Roswell dans le Nouveau-Mexique, il y a eu des tas de crashs, je ne sais plus combien, 5 ou 6 crashs de la même nature. Dont un à une ville qui s'appelle Rachel, où on a récupéré des E.T., plus des enfants E.T., qui étaient dans des sortes de caissons en hibernation, si tu veux. C'est un cas dont on n'a pas parlé du tout. Oui, mais que penses-tu de cette fameuse vidéo où ça a été l'autopsie d'un extraterrestre qu'on a vu, et puis bon, ça s'est révélé que c'était une fausse vidéo qui a été montée de toutes parts. Pourquoi ? Tu sais, c'est un sujet qui amène la convoitise. Bon, on peut très facilement faire du fric avec ça. Avec toutes ces affaires, c'est ce qui s'est passé avec la soi-disant autopsie de Roswell. Bon, il n'y a rien à en dire dessus, ce sont des éléments de désinformation amplifiante, on appelle ça. Oui, Gildas Bourdet le dit très bien. Il le dit très bien. Voilà. Si vous voulez en savoir plus aussi, c'est ce livre « Entretien avec l'alien »,« Alien Interview », des notes de Mathilda O'Donnell, et ça a été édité par Laurence Spencer, traduit par l'anglais par Jean Librero. Jean Librero. Voilà. Mon ami Jean Librero. Voilà, totalement. Et il a sorti ce bouquin. Du moins, il a traduit, paraît-il, cette interview avec l'alien de Roswell. Bien sûr. Hein, c'est bien ça. Voilà. Bon, donc, tu voulais nous parler d'un dossier, Mike, qui tient à cœur. Oui, absolument. Celui de Varginha en 1996 au Brésil. Alors, 1996, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vieux. Et donc, il y a plusieurs centaines de témoins. Un fermier a vu un engin qui descendait, qui semblait avoir des difficultés, et puis qui s'est écrasé sur un champ voisin. Il s'est précipité pour porter secours. Et, comme je te disais tout à l'heure, il a récupéré quelques trucs. Et dans le même temps, il y a trois écolières qui se sont trouvées nez à nez avec une créature pas très grande qui semblait blessée, qui gémissait, une créature avec des yeux rouges, une peau brune d'aspect un peu gluant. Un peu comme E.T., en quelque sorte. Oui, avec de Spielberg. Des protubérances sur le front, des yeux très rouges. Cette créature était prostrée contre un mur. Bon, elles ont paniqué, bien sûr. Elles ont couru chercher leurs parents, qui ont appelé les pompiers, qui ont récupéré cette créature. Qui, paraît-il, n'était pas une créature, en fin de compte. D'après d'autres témoignages et d'après le gouvernement brésilien.
Ah non. On aurait dit que c'était genre un handicapé mental qui était complètement bossu Bon, enfin, et que les jeunes filles l'avaient prise pour un extraterrestre. Je me fais l'avocat du diable. La créature en question a été... Oui, en effet. Là, tu es vraiment diabolique, là, parce que c'est pas ça, c'est pas vrai du tout. Un avocat démoniaque. Non, mais on est obligé de contrebalancer aussi et de dire pourquoi la version officielle du gouvernement brésilien. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. La créature a été récupérée par les services de la ville. Un pompier l'a tenue sur lui pour la mener à l'hôpital. À l'hôpital, la créature a été soignée. Il y avait une fracture à une jambe. Et donc, enfin, je fais très court. Hein, oui, non. Et après a été récupérée par l'armée américaine, puisque on a compris tout à fait que l'engin qui s'est crashé avait déjà été repéré par les Américains et qu'ils avaient prévenu les autorités brésiliennes de ce qui allait se passer. Alors bon, le problème, c'est que le pompier qui a récupéré la créature qu'il a tenue sur lui est mort dans les heures qui ont suivi d'une bactérie inconnue qui a été prélevée, si tu veux, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, ça, c'est dans le dossier cette créature officiel. Émanait une odeur épouvantable d'ammoniac et d'œufs pourris, enfin c'était une horreur. L'hôpital a été obligé de tout aérer, enfin c'était tout un truc. Le toubib qui a fait l'opération est resté prostré pendant une vingtaine d'années, puisqu'évidemment il a eu le message des autorités brésiliennes de faire le blackout total sur ces affaires-là, et il n'a reparlé qu'il y a quelque temps. Et pourtant, la municipalité de cette ville a tout fait pour exploiter justement le filon extraterrestre, avec même parc d'attractions, avec statues, avec soucoupes volantes reconstituées sur les places publiques. C'est de bonne guerre, tout le monde fait ça, si tu veux, la Padugain, prime, Roswell, monstrueux, c'est monstrueux. Voilà. Mais ça n'empêche rien, je veux dire. Bien sûr. Alors, y a-t-il eu des témoignages anciens, justement? Parce qu'on parle de 1947. Oui, mais bien sûr, Yves. Ce genre de fête, tout comme Roswell, Virginia, dont effectivement les ufologues parlent beaucoup, ça apporte de l'eau au moulin de l'hypothèse extraterrestre. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent d'ailleurs que sur la Terre et qui viennent faire un tour chez nous. Tout comme nos explorateurs allaient en Afrique à la fin du 19e siècle. Bon, mais est-ce que cette hypothèse extraterrestre est valable pour tous les témoignages? Parce qu'elle est quand même séduisante, cette hypothèse. Elle nous plaît, elle nous fait rêver. Et elle ne fait pas, pas rêver tout le monde. Comme vous le dites, là, il y a du matériel. Il y a du gros matériel, surtout sur Varginha, puisque les témoins sont toujours vivants. Oui, il y a du matériel. C'est 96, donc il y a des tas de témoins. Oui, si je formule mon interrogation autrement, c'est est-ce qu'il n'y a qu'une sorte d'ovni? Non. Mais non, on sait très bien que l'univers fourmille de civilisations. On découvre des exoplanètes tous les jours. Toutes ces planètes ont une forme de vie plus ou moins aboutie, donc il est impossible qu'il n'y ait pas de civilisation qui soit des milliers, voire des millions d'années supérieures à nous, et ils surveillent cette planète appelée Terre, qu'on croit à tort nous appartenir, et ils veillent à ce qu'elle reste à peu près intacte, malgré les créatures qui s'acharnent dessus, à la piller, à l'abîmer, et tout ça. Donc il y a une surveillance qui est faite pour préserver la Terre, notamment depuis qu'il y a l'atome, parce que toutes ces affaires d'OVNI sont subséquentes, comment on dit, je ne sais plus, se sont dévoilées après Hiroshima et tout ça. Ils ont détecté cette planète ça paraît être un cap dans l'évolution d'une planète, l'atome, si tu veux. L'atome qui dégage partout et qui peut provoquer des catastrophes à travers l'univers. Mais là, je suis d'accord, d'autant plus que j'ai collaboré
en tant que statisticien, à une étude faite par un organisme qui s'appelle le GEIPAN, à une époque où cet organisme n'était pas un nid de sceptiques militants. Et effectivement, la fréquence des témoignages concernant des installations nucléaires Monstrueux. est statistiquement significative. Statistiquement significative, ça veut dire qu'on ne peut pas rejeter, on doit rejeter des hypothèses. Bon, c'est par hasard, il s'est trompé, il a pris la Lune pour un engin interplanétaire, et ainsi de suite. Il y a quelque chose là qui est tout aussi concret que le fait de ramasser des débris ou de recueillir un être bizarre. Second avocat du diable, le diable, second avocat du diable. Les lois de la nature sont universelles. Donc, qu'il y ait de la vie, là je pense un peu à ce que dit Carl Sagan, qu'il y ait de la vie ailleurs, on ne va pas le discuter. Bon. Mais que de cet ailleurs, on puisse faire le voyage, on se heurte aux obstacles qui sont les mêmes que ce que nous connaissons. Nous connaissons avec notre physique actuelle. Avec notre technologie, simplement. Avec notre physique actuelle. Qui n'est pas, donc, ça va pas loin. C'est les allumettes, quoi. C'est la guerre du feu par rapport à ce voilà, nous en sommes au stade de la guerre du feu. Voilà. Donc c'est supposé que ces civilisations ont des connaissances inouïes. Voilà. Des connaissances dont on n'a pas idée. Voilà. Des connaissances mais qui tombent parce qu'on change de radar. Oui, mais des connaissances qui seront acquises par le terrain je veux dire, s'ils ont des connaissances aussi inouïes, comment se fait-il qu'ils soient tombés à Roswell ou à Virginia? Voilà, je viens de te l'expliquer. Eh ben non, je trouve pas, moi. Oui, il y avait des nouveaux systèmes de radar. Mais s'il y a de nouveaux systèmes de radar et que ces gens sont là, ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux. Je comprends. Ce ne sont pas des dieux. Il peut avoir des explorateurs qui se prennent les pieds. Donc ils n'ont pas une technologie aussi avancée, alors. Non. Voilà, il y a des contradictions. C'est le cœur même du problème OVNI. C'est-à-dire qu'on nage constamment dans ces paradoxes-là. Constamment. Par exemple, on parle des implants. Les gens se trouvent des implants extraterrestres. Mais un implant extraterrestre qui est trouvé, c'est un implant qui a raté. Donc comment peut-on concevoir qu'une civilisation aussi puissante technologiquement ne soit pas capable de concevoir des implants indétectables? C'est ça les paradoxes de moi je préfère il ne faut pas les nier. Les contradictions. Ou les contradictions. Des contradictions parce que finalement... On mélange tout, là. Ça part en sucette, là, les implants, de quoi tu parles. Là, Non, on va rester sur des mutilations animales, des implants, on n'en finit pas. Oui. Là, tu me dis, il est impossible qu'à ce degré de technologie, ils aient des accidents. Non, je suis désolé. Alors comment expliques-tu? Se sont trouvés confrontés à un nouveau système. Comment l'expliques-tu? Il faut faire un pari. Il faut faire un pari, c'est un peu pascalien. Il faut être un pari. Malgré leur énorme avance technologique, ils ont de telles faiblesses qu'effectivement, ils se prennent les pieds dans nos radars. Oui. Ou alors, sinon, l'idée que c'est une civilisation très avancée ne tient pas la route. Il faut parier sur un des deux. C'est déjà pas mal. Ah ben oui, il y a un E.T. qui s'est fait piéger dans un piège à loup. Oui, mais... Tu vois, un piège à loup, un chasseur qui avait mis un piège, il entend des couinements et puis il sort, il voit deux E.T., l'un supportant l'autre, qui s'était pris dans un piège à loup. Ils ne peuvent pas savoir... Je veux dire, c'est pas des dieux, quoi. C'est plus le piège à loup est plus logique, quelque part. Je dis que le piège à loup est plus logique. C'est pareil. Non, parce qu'il est hors technologie de l'OVNI, on va dire. On peut concevoir que quelqu'un, après tout, toi, moi, on va marcher sur un piège à loup. Même si moi, je sors d'Oxford et que je suis un super technicien. Oui, absolument. Voilà, donc ça n'a pas de rapport, je veux dire. On explique plus qu'on puisse marcher sur un piège à loup. Tu peux imaginer qu'à ce degré de civilisation, ils peuvent avoir des appareils qui détectent le moindre truc, les pièges à loup, ou le moindre danger, tout ça. Non, là, si tu veux, on est dans le blackout absolu. Puisque, attends, c'est quand même militaire. Tu sais que le tout début de l'affaire OVNI, c'est Charles de Gaulle en France, qui est un militaire et qui a demandé à savoir qu'est-ce que c'est ces affaires. On me parle d'objets qui volent au-dessus de notre territoire. Mais enfin, donc, le ministre des Armées, Robert Gallet, et notre ami Bourré,
Oui. Claude Bourret a interviewé le ministre des Armées qui avait déjà une pile de dossiers d'OVNI comme ça sur le bureau. Ouais. On est en 1955, je ne sais plus. Alors comment les gouvernements traitent-ils C'est maintenant? militaire, c'est militaire. Ok. Voilà. Alors, donc justement, attends, je rebondis sur ce que dit Yves concernant le GEPAN, là, qui est un organisme du CNES. Alors, justement, Yves, vous dites très justement, là, ils avaient, à une époque, une certaine ligne directrice, qui n'ont plus. Non, effectivement, une ligne qui a radicalement changé. À l'heure actuelle, la démarche du GEPAN, ça consiste à purger le dossier, à dire il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. On peut remarquer que d'ailleurs, au GEPAN, on évite de s'intéresser à des dossiers brûlants, comme justement Arvilliers, Valençon, etc. On ne parle pas de ces... Enfin, on s'y intéresse, mais de manière non officielle. Oui, on les étudie pas, en tout cas. Et alors, le nombre de cas troublants se réduit d'après le GEPAN, ce qui n'était pas... C'est leur fonction. Ah, oui, c'est de la désinformation. À l'heure actuelle, ils sont là pour ça. Mais enfin, il se trouve que j'ai bien connu, par simple amitié professionnelle, certains des dirigeants du GEPAN d'autrefois, oui, qui n'avaient vraiment pas le même état d'esprit. Velasco, oui, super Velasco. Avec Velasco, mais c'est avec Velasco que voilà. j'ai fait l'étude statistique sur les centrales nucléaires. Bon, il y a Claude Poher aussi m'avait contacté dès la fondation de GEPAN. Bon, c'était des gens qui étaient ouverts aux hypothèses exotiques. Ah oui. Maintenant, ce sont au contraire des gens qui sont fermés aux hypothèses exceptionnelles. Ils ont des ordres. Bon, ils ont des ordres. Une mission. Moi, je me demande aussi quelquefois si les ufologues, on en parlait tout à l'heure, les ufologues qui sont des passionnés. Absolument, qui sont des passionnés, mais qui, je vais le dire brutalement, à qui il arrive d'être incompétent. Parce que la méthodologie de l'enquête, ça n'est pas, on ne le connaît pas de naissance, ça ne fait pas partie de la science infuse. Or, les ufologues font d'énormes bêtises. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ils faisaient d'énormes bêtises. Ils faisaient. Bon. Oui. Et moi, je peux certifier qu'il y a des dirigeants relativement récents du GEPAN qui ont été bloqués, comme on dit, par les ufologues, par le comportement des ufologues. Pas les dirigeants actuels, ils ont leur idée à l'avance, je le répète. Des radicaux, en quelque sorte. Il n'y a pas de problème. Mais il y a eu des comportements d'ufologues qui faisaient que, au GEPAN, on disait quand je vois un livre d'ufologue, je ne le lis pas. Et on le disait de toute bonne foi, sans vouloir justement exclure l'hypothèse extraterrestre. On disait le pire ennemi de l'ufologie, ce sont les ufologues. C'est ça. Mais pour d'autres spécialités également. Oui, on en a connu quelques-uns qui ont vraiment fait du dégât. Or, comme la communauté scientifique française, elle est infectée par le faux rationalisme, ça a permis au GEPAN de se refermer. Ce prétexte, il n'y a que des fantaisistes, donc ça donne une bonne raison de dire on n'étudie pas ça. Le pire adversaire des ufologues, c'est ce qu'on appelle la stigmatisation. C'est genre toute la communauté ufologique a été traitée de tous les noms, de doudingue, pour parler clair, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus sceptique qu'un ufologue. Ils vont chercher des trucs impensables. Et tant mieux, certainement. Oui, ça, mais il y a le stigma, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on n'ose plus. Moi, là, je viens parler de ça. Parce que je n'ai plus rien à foutre, mais il y a quelques années, j'aurais pas fait ça. Vu que l'environnement est tellement cartésien, bien dans sa doxa, que tu passes pour un fou, tu as la camisole de sortant. Il y a tout un tas d'ufologues, moi j'en ai connu, j'en ai croisé, qui par leur conduite ont justifié le fait d'être traités de doudingue et de fantaisistes. J'en suis sûr, bien sûr. Et ça, bon. Et dans tous les domaines. Oui, mais c'est un problème en ufologie. Il n'y a pas d'autodiscipline. Il n'y a pas de régulation qui veut se prétendre ufologue. Enfin, il y a des gens. À une époque, le GEPAN, justement, avait voulu monter un réseau de correspondants pris parmi les ufologues en disant il y a là des gens de bonne volonté, il y a là des gens passionnés
ils vont nous servir de correspondants. Et on leur a donné comme consigne, n'allez surtout pas vous planter devant la presse locale en disant je suis correspondant du GIPAN. Voilà, tu passes pour un fou, tu as la camisole tout de suite. Non, et à ce moment-là, il y a un blocage, on vous a donné une consigne. Vous pouvez le dire, mais vous ne le clamez pas sur tous les toits. À partir du moment où le gars le clame sur tous les toits, automatiquement, du côté du GIPAN, on a de l'eau au moulin de ce sont des fantaisistes. Mais c'est l'éternel problème, là, absolument. Mais pourquoi penser immédiatement à l'hypothèse extraterrestre? N'y aurait-il pas d'autres explications? On dit, je vais te dire, l'affaire, si tu veux, du Nimitz, c'est un porte-avions américain de 2004. Et en 2017, ils ont des vidéos. C'est passé sur le New York Times et tout, hein, je veux dire, on parle pas. C'est sûr que c'est pas passé sur la dépêche, mais enfin, la technologie militaire de ces porte-avions et de ces avions ont constaté des vitesses inimaginables sur ces objets qui rentrent dans l'eau et qui sortent de l'eau sans faire de splash. C'est inimaginable, qui tournent en angle droit, qui font des opérations qu'aucune créature humaine ne pourrait... Mais n'y aurait-il pas d'autres explications paranormales? Paranormales. Ça ne pourrait pas être, c'est un peu le point de vue de Jacques Vallée, un phénomène produit par la nature, un phénomène terrestre qui soit totalement inconnu. Alors là... Non, il y a des radars, il y a des radars, il y a des infrarouges, il y a des lecteurs de nuit, il y a je suis d'accord, là, mais c'est une hypothèse qui est, au sens de la philosophie des sciences, la plus économique. Dire les ovnis, c'est un phénomène naturel, totalement inconnu. Sauf que cette hypothèse-là, qui est la plus simple, est en même temps totalement contredite par les témoignages où il y a du matériel, des tôles et des boulons, pour parler comme ça. Oui, voilà, exactement. Il y a la technologie au cœur du... Voilà, il y a la et puis technologie. il y a l'intelligence fine du phénomène. Oui, voilà. il y a... C'est ça. C'est monstrueux, ça. Très intéressant. Mais j'aimerais qu'on aborde maintenant la rencontre du troisième type. Oui, ce point est très intéressant. Le phénomène lui-même est très intelligent. Rémi Chauveil comparait à la fourmilière. Il disait... ce n'est pas la fourmi qui est intelligente, c'est la fourmilière. Et là, on se demande, effectivement, si ce n'est pas seulement un bonhomme ressemblant à E.T., au E.T. de Spielberg, qui est au volant, mais si ce n'est pas le phénomène lui-même qui exprime une forme d'intelligence. Oui, collective. Il y a des cas où il y a une interaction entre le chasseur qui va à la poursuite d'un ovni pour lui tirer dessus. Au moment où il met son matériel en position de tir, le matériel ne marche plus. Oui, les témoignages sont nombreux, notamment celui de Téhéran, et il y en a d'autres. Et l'avion se trouve en difficulté après, parce que tout son système de contrôle a été perturbé par l'OVNI, de ces problèmes. L'OVNI revient et remet les trucs en marche. Oui, donc, ils ont l'information on donne l'ordre au pilote de tirer. Ils ont déjà ça avant avant le pilote, tu vois. Donc, ils enraient le matériel, mais ils ne veulent pas laisser l'avion en galère. Ils reviennent pour lui permettre d'atterrir. Je veux dire, c'est grandiose. Ce genre de témoignage est d'autant plus intéressant que que les témoins sont particulièrement qualifiés. Oui, ils sont des professionnels. Tous les témoignages de pilotes d'avion, c'est pas le gars qui sort un soir promener son chien, et encore une fois, qui voit la lune et qui dit... Ce sont des gens à qui on a entièrement confiance. Oui, et ce sont des gens qui risquent dont gros. Le métier les porte à témoigner solidement. Voilà, qui risquent gros et qui sont assermentés, et être assermentés aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Absolument. Hein. J'aimerais qu'on aborde, puisque le temps tourne, hélas, on ne peut pas... Je souhaiterais... On est en plein dans le discours avec Aravilliers. Voilà. Parce que si tu veux, ça s'est passé le 10 janvier 1998, donc c'est pas loin de la Virginia dont tu nous parlais. Hein. Il y a 2 ans de différence entre l'un et l'autre. C'est plus récent que ça, Aravilliers, non? Aravilliers, c'est 1998. Ah bon, d'accord. Ouais. Et c'est très très intéressant parce que justement ça va toucher des personnes qui ont des accréditations par exemple pour intervenir sur des bases militaires,
sur des bases nucléaires. Ce sont des directeurs d'entreprise. Il y a un ancien directeur qui était de Dassault France. Il y a un ancien patron, un tunnelier. Enfin, ce sont des gens quand même qui ont vraiment des responsabilités. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans l'étude d'Aravilliers qui a été étudiée par Desforges, Gérard Desforges, de Lumière dans la nuit, entre autres, il y a eu... on est toujours parti d'un témoignage, qui est le témoignage de M. Bruno D. On n'a pas donné son nom, il a voulu rester anonyme. Mais moi, j'ai préféré partir avant ce témoignage-là, dans cette étude d'Aravilliers. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce sont des gens qui se rendent à un rendez-vous de chasse. Ils partent très tôt le matin, on est en hiver, il fait encore nuit. Et tout en circulant sur des petites routes de campagne pour se rendre à ce rendez-vous, ils vont observer un immense ovni. Ils disent qu'il fait 45 mètres de diamètre, donc c'est quelque chose de gigantesque. Et surtout, il est brillamment éclairé. On a l'impression de se trouver dans un film de Spielberg. Hein. Il y a des lumières de partout. Enfin bon. Avant de pénétrer dans la zone vraiment de l'OVNI, d'être quasiment dessous, ils vont avoir un sentiment d'étrangeté. Et ça, on l'avait dans le Trianon aussi. Hein. Oui, ce sentiment que tout s'efface. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de son. Ils n'entendent plus le moteur de la voiture. C'est récurrent, ça. Et voilà, ils roulent dans une espèce de silence qui est très, très troublant. Quoi. Bon, ils finissent par arriver dans la voiture de tête qui contient le témoin principal. Ils finissent par arriver sous l'OVNI carrément. Et lui, il ne sait pas pourquoi, il ne s'arrête pas. Il continue sa route. Mais là, il a le réflexe de descendre la vitre à manivelle et il sort la tête. Et pour voir ce qui se passe. Et là, il tombe dans l'inconscience. Attends, c'est le maire du village, lui, non? Non. C'est pas lui. Non, c'est pas lui. Justement, le maire du village, c'est quelqu'un de très intéressant aussi. Oula. On va en parler après. Mais en fait, mais alors que le maire du village, c'est avant. Mais enfin, bon, on ne va pas troubler le Oui, le déroulé. On en est là. Il tombe dans l'inconscience. Et là, ils ont ce qu'on appelle le missing time. Un temps de voilà, manquant. ils ont une perte de temps, du temps manquant. Ils vont mettre 6 minutes à retrouver leur conscience, à se retrouver, on ne sait pas comment, sur le parking où ils avaient rendez-vous, où attend quelqu'un qui est dans une Mercedes, qui lui aussi a vu l'OVNI, et qui lui aussi a perdu conscience. Donc on a des témoins en pagaille. Hein, indépendants, c'est très important. Indépendants, avec des axes de vue différents. Ouais. Ils sont placés différemment aussi. Bon, il y a une voiture qui suit. Lui aussi, il tombe dans l'inconscience, mais il a un chien à bord, le monsieur. Le chien, lui, il dit rien, sauf qu'après, il va faire des crises d'épilepsie et qu'il sera inapte à chasser. Donc voilà, le témoin principal, il a du mal à parler dans un premier temps, il a du mal à raconter ce qui lui est arrivé, mais il finit par avouer à l'enquêteur, donc Desforges, qu'il a été enlevé. Il se voit partir dans l'OVNI, il rentre à l'intérieur, se retrouver sur une table qui dit d'opération. Dans l'OVNI, il y a une odeur fétide, insupportable, et il appelle ça l'odeur de l'OVNI. Et là, il est face à face avec une espèce de robot, il le décrit comme ça, qui porte un casque avec deux trous pour les yeux, une grille pour la bouche. Mais il a conscience que c'est un robot quand même. Hein. Il n'en sait pas plus, il est très mal à l'aise. Il mettra encore du temps à raconter le second épisode de cette affaire, c'est-à-dire qu'en fait, après le robot, il se retrouve dans une autre salle, où là, il voit à ses pieds des espèces de griffes d'oiseaux d'échassiers. Il lève la tête tout doucement, et il en arrive à la tête du personnage qui est à ses pieds, qui dit faire 2 mètres, et qui a une tête d'aigle. Il le décrit avec le bec, la crête, enfin bon, il a une tête d'aigle, voilà. Qui paraît être le chef, parce qu'il y a d'autres créatures, oui. Il y a même des humains dans le... Donc, oui, et tout ça, il ne le dit pas dans un premier temps, parce qu'il a honte. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a de hautes responsabilités, qui est accrédité donc Défense nationale, qui est intervenu sur des bases à ogives, etc. Bon. Ça, donc, il ne dit pas ça dans un premier temps, mais il finit par finalement raconter tout ce qui s'est passé. Et en plus de ça, il y a quand même des séquelles. C'est-à-dire que lui, il a une tache qui lui apparaît sur le visage qu'il a mis à la portière. Il a les yeux brûlés, il va voir un ophtalmologue. L'ophtalmologue lui dit, bah écoutez, ça suffit, arrêtez je sais pas ce que vous faites. Arrêtez de souder sans masque. Voilà, il faut arrêter, quoi. Bon, et il lui fait même un certificat certifiant qu'il a vraiment les yeux brûlés. Ce n'est pas le seul, parce que les autres témoins, notamment celui de la Mercedes, il a aussi des problèmes de conjonctivite. Bon, et puis surtout, son caractère change.
c'est quelqu'un qui parle pas, qui est connu pour être taiseux, c'est pas quelqu'un de très volubile. Il se met à parler, à échanger, il se met à apprendre à dessiner, parce qu'il veut vraiment, c'est un méticuleux, il veut dessiner ce qu'il a vu précisément, donc il prend des cours de dessin pour ça. Donc on voit que son comportement change complètement, quoi. C'est extraordinaire. Et il a d'autres visions, il voit une flèche qui traverse la Lune, oui. Il y a eu des perturbations dans tout le village. Justement, je vais y venir. Tu vas y venir, là. Je vais y venir. Il voit donc une espèce d'ovni qui traverse la Lune, qui tombe en vrille. Enfin bon, il a d'autres phénomènes. Je ne parle pas d'un pseudo-implant, parce qu'il dit avoir retiré de sa hanche quelque chose qu'il a jeté d'ailleurs, mais ça c'est assez récurrent aussi. Les gens qui disent récupérer des implants, on les jette, on ne sait pas pourquoi. Voilà, donc franchement là c'est le summum, on a un cas, je dirais presque parfait, quoi. Bon, mais ce qui est troublant, comme tu le dis, Mike, c'est que sur le chemin de cet ovni, on va s'apercevoir que ce ne sont pas que ces groupes de chasseurs qui ont été touchés, mais qu'en fait, il va y avoir d'autres personnes un peu plus loin dans le village d'Aravilliers, et notamment le maire. Et le maire, ça se passe donc avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, les chasseurs, ils avaient rendez-vous à 7 h. Mais le maire, il a l'habitude de se lever à 6 h tous les matins. Or, ce matin-là, il ne se lève pas. Il arrive péniblement à se lever vers 9h45, parce qu'encore on le sort du lit. Et ce qui est très intéressant et qui n'a pas été assez appuyé à mon avis par les gens qui ont rapporté ce cas, c'est que le maire avait rendez-vous avec Alain Richard. Et Alain Richard, il était ministre de la Défense à l'époque. C'est pas n'importe quoi quand même. C'est curieux ça. Et sénateur du Val d'Oise. Voilà. C'est une affaire extraordinaire. Et puis il y a cette petite fille du village qui... Tout à fait. Cette petite fille qu'on a retrouvée, qui s'appelle Cynthia Cazenove, c'est ça, ouais. Qui, elle, depuis cette histoire-là, depuis le passage apparemment de cet ovni, ne dort plus, fait des cauchemars récurrents. Elle ne supporte plus un petit robot, une tortue qui envoie des lumières un peu partout, elle ne peut plus la voir. Et puis depuis, on l'a retrouvée, donc maintenant elle a 25 ans, un peu plus peut-être, et elle a développé des pouvoirs psychiques. C'est-à-dire qu'elle est capable, par des intuitions, de dire à quelqu'un, voilà, tu as un cancer, il faut vite que tu ailles te faire soigner. Elle dit que sa mère va avoir un accident de voiture en rentrant d'Espagne, en milieu de France. À Brive, sa mère a un accident de voiture. Donc, il semblerait que... Elle dessine aussi des petits personnages à grosse tête. Il semblerait que, sur le trajet de cet ovni, il se soit passé énormément de choses quand même très troublantes, avec des multiples témoins, avec des séquelles multiples. Et avec des personnalités quand même, des gens dignes. Des personnalités toutes plus ou moins proches quand même du milieu militaire, avec des accréditations pour 2 personnes. Et puis on n'est pas loin non plus de la base de Taverny, qui est une base nucléaire, et qui semblerait être sur la ligne, pas loin, sur la ligne de la... C'est curieux parce que les bases nucléaires reviennent souvent dans les cas de... Oui, ça c'est indiscutable. Alors, ce qui est très curieux dans le cas d'Aravilliers, c'est que moi j'ai la très nette impression que c'est un message. Alors, c'est un message envoyé aux autorités pour leur dire on est capable, regardez, on peut faire, de perturber totalement des gens hautement crédibles. Du jour au lendemain, ils vont changer. On est capable de perturber un rendez-vous avec le ministre de la Défense, si on en a envie. C'est-à-dire que la personne qui doit être au rendez-vous, il ne viendra pas, parce qu'il ne va pas se réveiller, alors qu'il se réveille tous les matins à 6 h, mais là, il ne va pas se réveiller. Et donc, attention, on sait faire, il y a des choses qu'on sait faire. Dans le cas d'Aravilliers, il y a cette créature à tête d'aigle. Oui. C'est récurrent, ça aussi. Il y a d'autres cas tout à fait. Où on évoque cette créature à tête d'aigle qui ressemble à un dieu sumérien qui s'appelle Thoth. Égyptien aussi. Égyptien. Au russe. Hein? Au russe, moi je... Au russe, tête d'oiseau, quoi, tu vois. Voilà, et ça se retrouve dans plein de récits, ça. C'est vrai ce que tu dis, absolument. Cette créature. Là, ce qui est frappant, à la manière dont le cas vient d'être présenté, ce qui me frappe, moi, le Béotien, le Candide, c'est l'indépendance des témoignages. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est fondamental. Bien sûr. Déjà, d'abord l'indépendance, et puis ensuite la qualité. Parce qu'il y a peut-être des témoins comme une enfant n'a pas, en tant que témoin, la qualification d'un ingénieur de chez Dassault. Exactement. Mais elle fournit un témoignage
indépendant de celui de l'ingénieur de chez et Dassault. on ne peut plus arguer, par exemple, d'une hallucination collective. Ben non, c'est non. pas possible. Il y a des Non. lieux différents, D'abord, des axes différents. D'abord, on sait que les hallucinations Voilà, collectives, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais. Bon, mais là c'est... Enfin, je le dis franchement, je ne connaissais pas du tout le cas. C'est formidable ce cas. À Ravilliers, ça s'écrit H-A-R-E-A, oui, avec un H au début. Oui. Un H au début, oui. Alors, justement... Pour le mettre tout à l'heure. Et là, on fait court, parce qu'il y a des ramifications aussi intéressantes. Oui, non, mais c'est le type alors, même moi, du cas. j'ai eu la chance, excusez-moi, j'ai eu la chance de bien connaître ce cas, parce que en fait, j'étais en relation avec un monsieur qu'on va appeler juste Luc, et dont le père était pilote de chasse, et qui connaissait très très bien le témoin principal. C'est-à-dire ce monsieur Bruno, bon, je ne donne pas le nom, puisqu'il a voulu garder la même main, qui est décédé depuis. Et donc, il a pu l'interroger en tant qu'ami, c'est-à-dire que, voilà, il est rentré dans les détails de ce qui s'est passé, et il m'a toujours dit que c'était quelqu'un de hautement crédible. On ne peut pas le retrouver chez lui, la moindre faille, la moindre suspicion, par exemple d'un canular. On aurait pu penser à un canular de groupe, après tout. Ce que je veux dire, c'est que ce genre de canular, on peut tromper quelques personnes tout le temps, ou mais tout pas le monde tout le temps une temps, personne. Mais les gens ont plus à perdre qu'à gagner en faisant quelqu'un qui a une vie normale, qui a une réputation. Je veux dire, il prend des risques énormes. Dans leur c'est le problème. Sociale, oui, c'est un risque d'être discrédité. Ah oui. Oui, parce qu'il y a plusieurs témoins. Et puis n'oublions pas la chienne. C'est un chien, après tout. Et elle marque des perturbations. Donc elle aussi, on ne va pas dire que... Absolument. Voilà. Alors si vous voulez en savoir plus, justement, ça tombe bien, Yves, car votre ami Joslan Keller a consacré un chapitre entier à cette affaire d'Aravilliers. Et il disait, ce n'est pas une simple lumière dans la nuit, mais bien une rencontre du troisième type. C'est un fait que là, je reste béotien. Ça en apporte de l'eau au moulin de l'hypothèse extraterrestre. Exactement, oui. D'ailleurs, Velasco y a été. Hein. Il a interrogé la famille. Jacques Vallée, bien sûr, il y a été avec sa femme aussi. Donc, ils ont tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de quand même exceptionnel. Quoi. Et comme dit le GIPON à l'heure actuelle? Pas grand-chose. Bon, supposons qu'effectivement, le gouvernement américain ait récupéré ce qu'on va appeler des éléments, ce que vous venez de décrire. Oui, absolument. Bon. Est-ce que d'autres pays pourraient en avoir fait autant? Bien sûr, absolument. Bon. La Russie en premier, qui sont plus avancés bizarrement que les États-Unis sur la technologie. Attention. Et alors, est-ce que, toujours des questions idiotes mais méchantes, bêtes mais méchantes, est-ce que il veut pas méchant, les divers pays qui a récupéré donc, du matériel, la technologie, est-ce que ces divers pays le savent mutuellement, si je veux dire. Si je veux dire, est-ce que les Russes savent que les Américains ont des choses? Est-ce que les Américains savent que les Russes en ont? Ah ben c'est évident. Ça paraît évident. Oui. C'est évident, l'espionnage, contre-espionnage, tout le monde est au courant de tout, pas de problème. Moi j'aurais une question, si vous permettez. J'en ai une dernière, après. Oui. Quelles seront les implications pour la société et la culture en général si des preuves irréfutables d'une vie extraterrestre étaient découvertes? Si nous avions véritablement la preuve. Est-ce que la société est prête à entendre ça? La preuve irréfutable, c'est l'énergie libre. Parce que ces engins marchent avec l'énergie libre, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on aura à disposition l'énergie libre. C'est-à-dire qu'on pourrait tout faire, voyager, dépolluer la mer, par ces techniques-là. Donc ça ne fait pas l'affaire de toutes les grosses sociétés mondiales, les Lockheed Martin, les Boeing, qui tiennent le monde, en fait. Oui, mais si demain, place du Capitole, il y a une soucoupe volante qui se pose avec des extraterrestres qui descendent, là, on a une preuve irréfutable. Comment pourrait réagir la société? Il y aura toujours des gens dans ces cas-là. Mais c'est impossible. C'est la mairie qui a organisé une attraction pour le 14 juillet. Il y aura toujours des gens... Non, c'est une... Et alors la religion? Dieu a fait l'homme à son image. Ah ben justement, parlons-en. Eh ben voilà. Voilà. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que Dieu est compatible avec les apparitions d'extraterrestres? Oui, c'est une longue histoire. Oui, mais justement, puisque les lois de la nature sont universelles, évidemment. Les humanoïdes ont forcément 2 bras et 2 jambes. Pas forcément. Enfin, et une tête d'aigle. Ils nous ressemblent. Il nous ressemble. Mais quand même.
J'ai une dernière question que je veux vous poser à tous les deux. D'abord, en aparté, à propos de Jean-Jacques Velasco, qui était élu local. Hein. C'est important. Donc il y avait une attitude de citoyen en tant qu'élu local qui insistait beaucoup. Quand on lui demandait si vous l'aviez, cette preuve irréfutable, si un ovni s'était fait, lui, Jean-Jacques, il ne disait pas place du Capitole, il disait carrément à la Maison Blanche. Devant la tribune, place de la Concorde, le 14 juillet. C'est encore mieux, effectivement. Carrément, devant toutes les autorités. Si vous l'aviez, cette preuve irréfutable, est-ce que vous la révéleriez? Et voilà. Et il disait, j'hésite, je ne sais pas. Je n'ai pas de position ferme. Bien sûr, ce serait tellement énorme la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre, mais est-ce que le dire ne ferait pas plus de dégâts que de bien? Est-ce que notre société est capable d'entendre? Voilà. C'est ça le problème. Et alors, Georges, j'ai une dernière question que je veux poser à nos deux amis. Moi, j'ai été frappé, il y a déjà quelque temps, quand nous n'avions ni l'un ni l'autre les cheveux blancs. J'ai lu un livre de philosophie des sciences du prix Nobel Jacques Monod. C'est un livre qui défend absolument une forme de matérialisme, le darwinisme intégriste, etc. Et il y a un passage, ce livre s'appelle « Le hasard et la nécessité », ça dit bien le titre dit bien le contenu. Et il y a un passage consacré à l'ufologie. Et il explique, Jacques Monod, ça paraît incroyable, sous la plume d'un prix Nobel qui était un savant, un intellectuel, il écrit « Je ne peux pas admettre l'existence d'une civilisation extraterrestre pour des raisons philosophiques. » Ah ben alors d'accord. À cause de tout ce que je viens de raconter sur l'évolution du vivant, etc. Et bien, tout ce que je viens de vous dire, ça m'amène à penser que philosophiquement, il y en a qui disent, mais c'est général ça, ils préfèrent nier l'évidence que de s'embarquer dans quelque chose qui met toute leur connaissance en question. On a bien vu le cas pour les momies de Nazca. Alors j'en profite pour faire un coucou à notre ami Ludovic Bonin, c'est bien ça. Personne n'a voulu étudier le magazine Icaris sur les momies de Nazca. Bonne précision, absolument. Et malheureusement, on n'a pas parlé des cas d'extraterrestres dans l'Antiquité. Oh là. Voilà. Une autre émission. Là. Oui, absolument. Mais on a prévu une autre émission, on savait que la Bible, le chariot de feu. Le chariot de feu, absolument. La Bible, c'est des récits, c'est du journalisme. La Bible, ça a été traduit. Le corps ecclésiastique s'est chargé de transformer ça en une vaste bouffonnerie. Mais il y a un Italien, là, Bolioni, là, je ne sais plus quoi, qui a traduit, qui a appris les langues anciennes pour traduire la Bible. Ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Ça raconte directement une intervention E.T. sur Terre, quoi. Puis certains, comme les anciens astronautes, disent que des extraterrestres ont construit les pyramides d'Égypte. Mais bien sûr. Je connais un peu cette théorie. Par contre, je ne suis pas ignorant sur la totalité du dossier. L'affaire de l'électricité, là, il y a un Olibrius qui a dit que... Par Gibbs. Ouais, que les Égyptiennes avaient de l'électricité. Oui. Mais alors bon, tollé général, mais enfin, qu'est-ce qu'il dit ce mec? Enfin, ce mec, bon, je ne questionne pas ce qu'il sait, mais comment il s'éclairait? Chanteur connu, rappeur connu, qu'on appelait Maître Gims à l'époque, il s'appelle Gims. Qui nous explique comment dans les pyramides, il faisait des dessins, comment il sculptait, avec quoi? On a retrouvé d'ailleurs. Avec quoi? Dans les pyramides, des formes de soucoupes, d'hélicoptères. Il n'y a aucune trace de suie, il n'y a aucune trace de porte-toche. Comment ils travaillaient sous terre, là, dans les pyramides? Alors pour cela, je recommande un film documentaire extraordinaire. C'est celui de Patrice Pouillard. Oh là là, oui. Bien sûr. La révélation des pyramides. Je vous le conseille très sincèrement, sur les bâtisseurs de l'Ancien Monde. C'est un documentaire exceptionnel. Puis, je pense qu'il est nécessaire de faire d'autres émissions à ce propos. Oui. Après, on aurait pu parler effectivement de l'hypothèse extraterrestre, parce que Georges, tu as soulevé à juste titre la question. On peut peut-être imaginer autre chose qu'une hypothèse extraterrestre. Oui, on a survolé ça rapidement. C'est dommage. Mais on en reparlera la prochaine émission. Qui serait quoi On n'aura pas le temps peut-être d'en parler, mais
Mais bon, après tout, on est plongé dans la science de notre temps. Je pense que si Pascal, aujourd'hui, avait connaissance de l'intelligence artificielle, il ferait une drôle de tête quand même. Hein. Oui. Donc peut-être que si on se projette dans des milliers d'années, si l'être humain arrive à survivre, ça nous paraîtra moins farfelu d'imaginer d'autres hypothèses qu'une hypothèse extraterrestre. On pourrait penser par exemple... un voyage dans le temps, par exemple, non? Aussi. Ou une survivance de peuplades. On a parlé de l'Atlantide, par exemple. Oui, voilà, absolument. Ça pourrait être intraterrestre, pourquoi pas. Ça pourrait être multidimensionnel aussi. Oui. Enfin, Il y a beaucoup d'activités sous-marines aussi, puisque c'est les engins en question. Traverser les portes du temps. Les engins oui, en question il y a l'hypothèse de gens qui viendraient de notre futur aussi. Il y a des tas d'hypothèses en fait. Oui, d'autant que ça va plus vite que la lumière. Donc ça on est limité dans le temps. que par notre imagination. À ce propos, le témoin principal de l'affaire d'Aravilliers, il a entendu le mot tachyon. Il ne savait pas ce que c'était. Ah oui. Et donc le tachyon, c'est une particule supposée qui irait plus vite que la lumière. Bien sûr. D'accord. Donc, voyage dans le temps. Voyage dans le temps, si absolument. Si tu vas plus vite que la lumière, tu recules. Hey. Donc, il est vrai. Un mot de conclusion, Shannon. On est à un moment où il faut tout remettre il faut tout revoir. La copie est complètement obsolète, il faut tout revoir. Quoi. Alors c'est intéressant la conclusion maintenant d'Yves, que vous qui vous n'êtes pas trop intéressé, disons, au phénomène ufologique, votre sentiment suite à cette émission qu'on a survolée, hélas, trop courte. Et qu'il faudrait que la communauté scientifique cesse de nier l'existence du problème. N'est-ce pas? Alors, je recommande bien sûr ce livre Entretien avec l'alien, bien sûr le magazine Icaris, et on fait un coucou à Ludovic Bonin, qui est le directeur de publication de ce magazine et que nous avons reçu à plusieurs reprises. Également le magazine OVNI, et puis le très bon bouquin de la planète Rock'n'Roll, Odyssée, sur ta vie artistique, mon cher Mike. Voilà, les chasses sauvages. Ce sont des anecdotes. Des anecdotes que je vous conseille. Voilà, je remercie Fabienne qui était ici à la captation vidéo et au reportage photo également. On fait un coucou bien sûr à Fabienne. Et coucou. Merci à vous, merci Christian, Mike et vous, professeur Yves Lignon. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre chapitre des Vendredis de l'étrange. Portez-vous bien, bye bye. Merci de votre accueil. Merci à vous surtout. Ouais.